Nous allons maintenant aborder les structures conditionnelles. Cette partie est un peu plus intéressante que les précédentes car nous allons vraiment pouvoir commencer à faire des choses concrètes. Les structures conditionnelles vont nous permettre d'effectuer ou non une ou plusieurs instructions selon la vérification d'une condition. On va commencer par la plus simple et la plus commune qui est le if. Voici la syntaxe. If, condition, on ouvre les crochets, instruction, on ferme le crochet. On peut lire cette structure de cette manière. Si ma condition ici est vérifiée, on lit les instructions, enfin on exécute les instructions, puis on continue l'exécution du script dans les lignes qui vont suivre. Si ici ma condition n'est pas vérifiée, on va ignorer tout ce qui va se trouver entre crochets, puis on va continuer l'exécution du script. Qu'est-ce qu'une condition vérifiée? Une condition vérifiée, ce serait tout simplement une condition dont le résultat est true. Ça peut tout simplement être une variable qui aurait comme valeur true, tout comme ça peut être le résultat d'une comparaison. On va faire au plus simple, on va définir une variable v1 qui va valoir true. Ici, on va tout simplement indiquer v1. Puis on va afficher différentes instructions. Alerte. On va afficher le chiffre 1. Puis en dehors de notre instruction, on va afficher le chiffre 2. On va lancer l'exécution du script pour bien comprendre ce qui se passe. Si je lance l'exécution du script, ici, ma condition est vérifiée. Elle vaut true. On a donc la boîte de dialogue qui affiche le chiffre 1. Puis, la boîte de dialogue qui affiche le chiffre 2. Si ma variable ici valait false, et grosse erreur, j'avais oublié les points-virgules, lors de l'exécution du script, on se rend bien compte que ici, ma variable vaut false, elle n'est pas vérifiée, on ignore donc ce qui se trouve entre crochets, on a directement l'affichage de la boîte de dialogue contenant le chiffre 2. Évidemment, nous n'avons aucun intérêt à indiquer true ou false directement dans nos conditions. Ce qui va nous intéresser, ça va être d'utiliser des conditions, et pour cela, nos opérateurs de comparaison vont être tout trouvés. Si nous avons la variable v1 qui vaut par exemple 10, la variable v2 qui vaut 5, on va pouvoir ici venir comparer v1 si v1 est supérieur à v2. On peut donc maintenant lire, si v1 est supérieur à v2, on va lancer cette boîte de dialogue. Si ce n'est pas le cas, on va lancer celle-ci. Pour un peu plus de clarté, on va tout simplement écrire v1 est supérieur à v2. Je lance l'exécution de mon script. On a bien v1 qui est supérieur à v2. La boîte de dialogue s'affiche. A l'inverse, si v2 valait 15, v1 ne serait pas supérieur à v2, il ne se passe donc rien lors de l'exécution du script. Actuellement, notre structure ne possède que l'instruction if. Il ne va donc se passer quelque chose que si ma condition est vérifiée. On va pouvoir ajouter une instruction qui s'appelle else, et qui va nous permettre de lancer d'autres instructions si notre condition n'est pas vérifiée. On va traduire if par si, et else par sinon. Nous n'avons pas besoin de donner de condition à mon else, étant donné que nos instructions dans else vont s'exécuter si ma condition if n'est pas vérifiée. Si, sinon. On peut donc afficher alerte. V1 n'est pas supérieur à V2. Ici, on pourrait être tenté, dans le message, de mettre directement V1 est inférieur à V2. Car s'il n'est pas supérieur, on peut penser qu'il ne peut être qu'inférieur. Seulement ce serait une erreur de mettre ça, car si ma valeur V2 ici valait coucou, donc une chaîne de caractères, on est bien d'accord que V1 ne serait pas supérieur à V2. C'est pas possible qu'un chiffre soit supérieur à une chaîne de caractères, ou d'ailleurs qu'il soit inférieur. Donc ici, ma condition ne serait pas vérifiée, mais c'est pas pour autant que V1 serait inférieur à V2. On dit juste simplement, V1 n'est pas supérieur à V2. Il faudra faire très attention lorsqu'on va écrire des instructions concernant le résultat d'un else, que nos variables ne prennent pas une valeur qui serait inattendue. Il faut vraiment essayer de penser à toutes les possibilités, et soyez sûr et certain que notre utilisateur fera toujours en sorte, même malgré lui, de faire le cheminement auquel nous, on n'aura pas pensé.
Donc ça c'est très important. Quand vous donnez une condition else, enfin quand vous donnez des instructions dans votre else, faites attention à vous dire que vos variables pourraient prendre des valeurs inattendues. Petite parenthèse fermée, on va lancer l'exécution du script donc directement avec 15. Ici, ma variable V1 supérieure à V2 n'est pas vérifiée. On affiche donc seulement la boîte de dialogue V1 n'est pas supérieur à V2. On va pouvoir ajouter une troisième condition, et même beaucoup plus, avec l'addition de if et de else. Il faut savoir que contrairement à d'autres langages, le JavaScript ne connaît pas l'instruction else if, qui s'écrirait dans d'autres langages directement else if par exemple. En revanche, on va juste avoir la possibilité de rajouter une condition if au sein de notre else. Tout simplement, on va lire sinon, si, et on va rajouter une condition. Donc entre parenthèses, V1 est inférieur à V2. On va maintenant pouvoir écrire V1 est inférieur à V2. Ici, on va pouvoir maintenant écrire notre else. Alerte. V1 n'est pas supérieur à V2, ni inférieur à V2. Et on ferme le crochet de notre else. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? On va vérifier une première condition, donc si V1 est supérieur à V2, on affichera ça. Sinon, si V1 est inférieur à V2, on affichera cette boîte de dialogue. Si V1 n'est ni supérieur à V2, ni inférieur à V2, on affichera cette boîte de dialogue, V1 n'est pas supérieur, ni inférieur à V2. On va lancer l'exécution. Ici, V1 est inférieur, d'ailleurs j'ai fait une faute, à V2. C'est correct. Si maintenant, on écrivait V1 et V2 valent 10, on aurait V1 n'est pas supérieur, ni inférieur à V2. Pourquoi? Toujours dans la même optique que si notre variable V2 était une chaîne de caractères, on aurait bien V1 n'est pas supérieur ni inférieur à V2, ce qui est vrai. Une erreur qui va être assez courante, étant donné que dans nos conditions, on va utiliser la plupart du temps des opérateurs de comparaison, c'est de vouloir vérifier l'égalité entre V1 et V2. Je vais donc simplement utiliser un if, et si je veux vérifier V1 est égal à V2, on pourra avoir tendance à écrire égal directement comme ça. Seulement rappelez-vous notre épisode sur les opérateurs de comparaison. L'opérateur de comparaison égal s'écrit égal égal. Ici, on est bien en présence de l'opérateur de comparaison. On va donc pouvoir changer V1 est égal à V2. Ici, on va injecter la valeur 10 dans notre variable V2. On a bien donc de vérifier V1 est égal à V2. Le fait d'oublier de faire la petite erreur d'écrire V1 égale V2, ça ferait qu'en fait on viendrait injecter notre valeur V2 à l'intérieur de V1. Car ça, égal tout seul, c'est un opérateur d'affectation. Il faut faire attention à ne pas se tromper, c'est une erreur qui peut être assez courante quand on débute. Retenez bien les symboles de vos différents opérateurs pour ne pas se tromper. Comme on vient de le voir depuis tout à l'heure, pour être vérifié, une condition doit avoir la valeur true, ici. On pourrait écrire, comme on l'a vu tout au début de cet épisode, var v1 égale true. Et donc écrire ici directement v1. Notre boîte de dialogue ici afficherait v1 vaut true. Ou ma condition est vérifiée. C'est peut-être d'ailleurs un peu plus clair. Ma condition est vérifiée. On pourrait écrire, pour ne pas se tromper, V1 égale true. Ça fonctionnerait, puisqu'on viendrait vérifier si V1 vaut true. Le fait d'écrire ça ne sert strictement à rien, car ça reviendrait à écrire V1 égale true égale true. On serait ici en présence d'un pléonasme de développement. Retenez vraiment bien que ce qu'on vient vérifier dans nos conditions, c'est si notre valeur ici vaut true. En revanche, on pourrait écrire par exemple V1 vaut false. Ici donc, le fait que V1 vale true, ça va être vérifié ici. Donc si V1 vaut false, ça veut dire que notre condition est vérifiée, et donc qu'on lancerait la boîte de dialogue. Ici V1 vaut true, il ne vaut donc pas false, donc ma condition ne sera pas vérifiée. En revanche, si V1 valait false, notre condition serait vérifiée, V1 vaut false,
Le résultat de notre comparaison serait donc true, et donc on pourrait lancer la boîte de dialogue, ma condition est vérifiée. Petite chose à savoir, petit point particulier et cas précis. Il faut savoir que toute valeur de variable vaudra true. Ainsi, si V1, par exemple, vaut 10, ici, notre condition serait vérifiée. Car une valeur de variable équivaut à avoir true. Moins 10 vaudrait également true. Et même une chaîne de caractères serait considérée comme true. En revanche, on a quelques cas particuliers et quelques mots-clés qui vont être considérés toujours comme false, ainsi que quelques valeurs. Bien entendu, l'objet de nature boolean false. Nous aurons également undefined qui vaudra false. Ici, en lançant l'exécution du script, on se rend bien compte que ma boîte de dialogue ne s'affiche pas. Nous aurons la valeur nulle qui vaudra false. La valeur 0. La valeur not a number, écrit donc none. Et enfin, une chaîne de caractères qui sera vide. Toutes ces valeurs sont les valeurs qui vaudront false. Toutes les autres valeurs de variables vaudront true. On pourrait également utiliser notre opérateur logique non dans un cas concret. Si on voulait ici inverser la valeur de V1, donc si V1 actuellement vaut false et que j'inverse sa valeur, maintenant V1 vaudrait true, donc non V1, l'inversion de V1, maintenant ici vaudrait true. En lançant l'exécution du script, on a bien la boîte de dialogue qui apparaît, ma condition est vérifiée. Il faut savoir qu'on peut cumuler des structures conditionnelles, à savoir placer une structure conditionnelle if-else au sein d'une instruction if par exemple. Si votre script doit agir sur des calques, votre premier if-else pourra vérifier qu'on est bien dans une composition active. Si oui, le second vérifiera qu'on a bien sélectionné des calques. Si oui, le script s'exécutera. Sinon, une boîte de dialogue avertira l'utilisateur de sélectionner une composition ou de sélectionner un calque. On va la voir rapidement. Voilà. Alors là, on va lire notre première if qui comporte un if-else. On va utiliser les tabulations pour bien savoir où on est en train de se situer dans le script. Donc notre première ligne, if compSelect, donc si ma composition est sélectionnée, on va lancer l'exécution de ces instructions. La première instruction qu'on trouve est un second if. Donc si mon texte, mon layer est sélectionné, donc si layer select vaut true, on va afficher la boîte de dialogue. Vous avez bien sélectionné une composition et un calque. Sinon, donc ici, si mon layer select vaut false, vous devez sélectionner un calque. Là, on est toujours dans le cas de figure où compSelect serait true, donc que ma composition est bien sélectionnée. Si ma composition n'est pas sélectionnée, on ne viendra pas exécuter ce qui se trouve ici, on passera directement au else et donc afficher alerte, vous devez sélectionner une composition. On va faire le test. Si les deux valent true, on a bien la boîte de dialogue qui s'affiche, vous avez bien sélectionné une composition et un calque. Si ce n'est pas le cas, si nous avons sélectionné une composition mais pas de calque à l'intérieur de la composition, on va afficher la boîte de dialogue, vous devez sélectionner un calque. Et si on ne sélectionne pas de composition, quelle que soit la valeur de layer select ici, on va avoir le message qui s'affiche, vous devez sélectionner une comp. On peut essayer, juste par curiosité, de mettre true ici. Nous avons quand même le message qui s'affiche, vous devez sélectionner une comp. Et on va pouvoir continuer à placer des instructions if au sein de d'autres instructions if, etc. Bien sûr, en fonction de nos besoins. Je vous conseille juste de toujours garder une syntaxe propre, avec des tabulations, pour pouvoir vous repérer en un seul coup d'œil. Voilà pour la structure conditionnelle if-else. Une autre structure conditionnelle à voir, je vous invite à la comprendre, mais ne pas forcément à la retenir, en tout cas à ne pas vouloir l'utiliser, car il vaut mieux utiliser le if-else. On va tout de même voir cette condition, cette structure conditionnelle qui s'appelle le switch, car vous pourriez la rencontrer dans un autre script, et puis c'est quand même intéressant de connaître cette structure conditionnelle. On va tout simplement écrire le mot-clé switch suivi d'une variable en argument. Donc, switch, variable,
et on ouvre les crochets. On va donner différents cas à notre variable switch. Donc case 1, instruction 1. On met le mot-clé break, point virgule, case 2, instruction 2, break, point virgule, et j'ai oublié les points virgules sur mes instructions. On finit par default, 2 points, instruction default. Et on ferme les crochets. Alors, comment est-ce qu'on va lire cette condition? Tout simplement, on va injecter une variable au sein de switch. En fonction de la valeur de cette variable, on va lire un cas, un autre, ou l'instruction par défaut. Et ici, donc, si ma variable vaut 1, la valeur 1, mon instruction, ici, sera lue. À la suite de cette instruction, on retrouve break, qui met fin à l'exécution de mon switch. Si je n'avais pas ce mot-clé break ici, on aurait juste notre cas numéro 1 qui viendrait s'exécuter, puis directement notre cas numéro 2. Break, en fait, vient tout simplement mettre fin à l'exécution de ce qui se trouve au sein des crochets de notre condition switch, pour ne pas lire tous les cas. Si le cas choisi était le numéro 2, et qu'on n'était pas en présence du break qui se trouve après l'instruction numéro 2, il viendrait lire default, etc. Bien entendu, on ne met pas d'instruction break après les instructions par défaut. Pourquoi? Tout simplement que ce sont les dernières instructions. On n'a donc pas besoin du break. On va juste en faire un petit exemple pratique, peut-être pour comprendre comment ça fonctionne exactement. Je vais injecter une variable qui va s'appeler var face d de 6. Pour l'instant, on va lui donner la valeur 1. Dans mon switch, je vais définir la variable face d de 6. Mon cas numéro 1 sera donc de tomber sur la face 1. On va donc utiliser l'alerte. Vous avez un point. Et on va copier les différents cas 6 fois. On va juste changer ici, cas numéro 2, vous avez 2 points. Alors, si on épluche un petit peu ce qui se passe à l'intérieur, si notre face 2D ici vaut 1, on va donc être dans le cas numéro 1, on va afficher la boîte de dialogue, vous avez un point. Puis, via l'instruction break, on arrête donc l'exécution de ce qui se trouve à l'intérieur de mes crochets, et on passe à la suite de notre script. Cas numéro 2, on vient afficher la boîte de dialogue, vous avez 2 points, puis le break, etc. D'ailleurs, je me rends compte que je n'ai pas mis les points-virgules après break. Dans le cas de default, donc si ici ma variable face de d ne valait ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, on aurait une valeur par défaut qui serait « Il semblerait que vous ayez jeté le dé trop fort ». On va faire des essais. 1 nous affiche bien la boîte de dialogue, vous avez un point. 4 nous affiche bien la boîte de dialogue, vous avez 4 points. Et n'importe quelle valeur, on va mettre « Coucou ». Il semblerait que vous ayez jeté le dé trop fort. Voilà tout simplement pour l'utilisation de la structure conditionnelle switch. Bon, dans cet exemple, on est bien d'accord que la structure conditionnelle ne sert à rien. On aurait pu se contenter d'écrire face de D égale 1, alerte, vous faites, plus face de D, face D de 6, plus point. Ainsi, on viendrait directement écrire hop, la valeur du dé, et vous avez bien la boîte de dialogue qui apparaît, vous faites 6 points. L'idée, c'était vraiment de voir la structure conditionnelle switch. Ensuite, la dernière structure conditionnelle que l'on va voir, ce sont les structures conditionnelles ternaires. Elles sont un petit peu moins utilisées car assez peu lisibles, mais elles sont assez pratiques et surtout prennent très peu de place. En voici la syntaxe. Alors, notre
structure conditionnelle ternaire se trouve ici, au sein de ma variable résulte. Elle se trouve ici. On va venir tout simplement afficher une variable ici. Et notre opérateur de comparaison ternaire commence ici. En fait, le point d'interrogation correspond à est-ce que ma composition compSelect vaut true. Si elle vaut true, on va afficher ce qui se trouve ici. Sinon, donc notre sinon est défini par les points-virgules, ce sera ça qui sera affiché. En fait, on va tout simplement retrouver ma condition, donc si c'est vaut true, qui est définie par le point d'interrogation. Si ma condition vaut true, on affiche cette instruction. Else, on affiche celle-là. Comme j'injecte ma structure conditionnelle ternaire au sein d'une variable résulte, je vais directement pouvoir afficher le résultat dans ma boîte de dialogue. Ainsi, ma comp est sélectionnée, car compSelect ici vaut true. Si compSelect valait false, on aurait affiché la comp n'est pas sélectionnée. Voilà, retenez juste que une structure conditionnelle ternaire va vérifier avec un point d'interrogation la valeur d'une variable. Si cette variable est vérifiée, on va afficher le premier résultat. Les deux petits points qui se trouvent après permettent de définir l'instruction à lire si ma variable n'est pas vérifiée. Nous avons maintenant fait le tour de toutes les structures conditionnelles. Pour conclure, nous allons juste faire un petit exercice. Voici un tableau des tranches d'âge. On va demander, grâce à la fonction prompt, à l'utilisateur d'indiquer son âge. Et on lui retournera tout simplement un message pour lui dire dans quelle tranche d'âge il se trouve. Si vous vous sentez de faire ce petit exercice tout seul, je vous invite vraiment à le faire avant de regarder la solution, car vous avez vraiment toutes les cartes en main pour pouvoir réaliser cet exercice sans aucune difficulté. Pour commencer, on va donc demander à l'utilisateur son âge en utilisant la fonction prompt. Donc on va stocker l'âge de l'utilisateur dans une variable qu'on va appeler âge. La fonction prompt, on va lui demander quel âge avez-vous. On sait que la fonction prompt va nous retourner une variable de nature string. C'est pas ce qui nous intéresse, on va donc venir parser la valeur de notre variable prompt pour convertir l'âge renseigné par l'utilisateur d'une variable de nature string en variable de nature number. Ici, on a donc bien l'âge qui va nous être renseigné et la valeur de cette variable sera de type number. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir utiliser nos structures conditionnelles. Donc, if 0 est inférieur ou égal à l'âge, et que l'âge est inférieur à 3, on va pouvoir écrire alerte, vous êtes un bébé. Puis, hop, on ferme le crochet. Donc là, on lit tout simplement si l'âge est supérieur ou égal à 0, donc si 0 est inférieur ou égal à l'âge, et que l'âge est inférieur à 3, donc, comprenez bien, que l'âge est compris entre 0 et 3. Dans ce cas-là, on va afficher à boîte de dialogue, vous êtes un bébé. De la même manière, else if 3 est inférieur ou égal à l'âge, et que l'âge est inférieur à 12. On ouvre le crochet, alerte, vous êtes un enfant. On va à la ligne, on ferme le crochet. Et ainsi, on va écrire plusieurs else if. Je vais donc juste pouvoir les copier et les coller pour ne pas perdre trop de temps là-dessus. Donc, else if, ici, on va mettre entre 12 et 18 ans. Hop. C'est deux lignes entières qu'il faut copier. Hop. Else if, donc, là c'est entre 12 et 18. Là, ça va être entre 18 et 25.
Ici, nous serons entre 25 et 65. Ici, entre 65 et 110. Ici, si notre âge est inférieur à 0 ou supérieur à 110. Et enfin ici, ce sera notre else. On va donc changer ici les valeurs. Donc si notre âge est inférieur ou égal à 12, et si notre âge est inférieur à 18, si 18 est inférieur ou égal à notre âge et que notre âge est inférieur à 25, si 25 est inférieur ou égal à notre âge et que notre âge est supérieur à 65, si 65 est inférieur ou égal à notre âge et si notre âge est inférieur ou égal à 110, enfin, si notre âge est inférieur à 0, notre âge est inférieur à 0, ou que notre âge est supérieur à 110. Else. Alors, du coup ici, vous êtes un enfant, un bébé, un enfant. Ici, vous êtes un adolescent. Ici, vous êtes un jeune adulte. Ici, vous êtes un adulte. Ici, vous êtes un senior. Ici, vous avez sûrement menti. Et enfin, ici, merci de rentrer votre âge en chiffres. Et enfin, on ferme le crochet. Alors, on va juste éplucher pour être sûr de bien comprendre ce qu'on a fait. Donc là, je l'ai déjà dit, mais grosso modo, on vient stocker la valeur renseignée par notre utilisateur dans la fonction prompt, qu'on vient parser pour modifier cette valeur et la rendre de type number. Maintenant, dans notre première structure, dans notre première instruction if, on vient vérifier si l'âge est inférieur, si 0 est inférieur ou égal à l'âge, et que l'âge est inférieur à 3. Donc on est bien compris entre 0 et 3. De la même manière, si 3 est inférieur ou égal à l'âge, et que l'âge est inférieur à 12. Donc si notre âge est compris entre 3 et 12. Rebelote pour toutes celles-là. La condition qui va changer un petit peu, c'est si notre âge est inférieur à 0, ou que notre âge est supérieur à 110. Et là, on vient indiquer, vous avez sûrement menti. Enfin, si on n'a aucune de ces valeurs, donc étant donné que là, on va de quelque chose qui est inférieur à 0 et supérieur à 110, on va aller jusqu'à l'infini au-delà de 110 et à l'infini avant 0. Donc en fait, là, c'est tout simplement si notre utilisateur n'a pas renseigné son âge en chiffres. On va avoir la boîte de dialogue, merci de renseigner votre âge en chiffres. Là, par exemple, si notre utilisateur avait rentré 2 écrits en lettres, notre parse float aurait rencontré la lettre D avant quoi que ce soit, et donc aurait arrêté l'analyse de notre variable. Ça nous aurait donc retourné une variable qui ne serait pas un number. Et dans ce cas-là, on se retrouve dans ce cas de figure, merci de renseigner votre âge en chiffres. On va pouvoir tester. Quel âge avez-vous? 10. Je suis bien un enfant. Quel âge avez-vous? 0. Je suis bien un bébé. Quel âge avez-vous? 112. J'ai certainement menti. Enfin, quel âge avez-vous? Merci de rentrer votre âge en chiffres. Nous avons bien maintenant notre structure conditionnelle qui est totalement fonctionnelle. Nous arrivons au bout de cet épisode consacré aux structures conditionnelles. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode dans lequel nous allons parler des boucles.